Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons évoquer les name tuples, les tuples nommés, du module collection. Alors ces name tuples vont permettre de simplifier l'accès aux items d'un tuple. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un tuple, et si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien je vous invite à regarder ma précédente vidéo qui s'appelait maîtriser les structures de données, les tuples, tout simplement. Vous la retrouverez, je crois que j'ai créé une playlist qui s'appelle les data structures ou les structures de données en Python. Donc vous la retrouverez facilement dans cette playlist, sinon je vous mettrai le lien dans la description. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre à définir et créer un tuple nommé. Nous verrons comment utiliser les principales méthodes des tuples nommés. Et enfin, nous verrons comment enrichir un tuple nommé grâce au mécanisme de l'héritage. Nous avions étudié dans la dernière vidéo les tuples et nous avions vu que c'était une structure de données très performante, notamment dans son optimisation mémoire, mais que néanmoins elle pouvait manquer un peu de lisibilité du fait de l'accès à ces éléments par l'indice. Donc effectivement, on se rappelle là, on avait défini un tuple qui représentait un aliment avec son nom, sa quantité de protéines, glucides et lipides, mais que on y accédait par l'indice. Donc par exemple, pour accéder au nom, il fallait indiquer l'indice, il fallait se rappeler que c'était l'indice 0, pour accéder aux protéines que c'était l'indice 1, etc. Donc c'était pas forcément très intuitif. Donc pour pallier à cet inconvénient, Python a créé une sous-classe des tuples qui permet de donner un nom aux différents champs du tuple, d'où le nom name tuple. Donc on pourrait traduire par tuple nommé. Avant de pouvoir définir un name tuple, on va devoir l'importer. Effectivement, les name tuples ne font pas partie de la librairie standard. Ils font partie du module collection. Donc, on va tout simplement faire un import en faisant from collection import name tuple. À partir de là, il va être possible de définir un name tuple. Donc, pour ça, il existe différentes syntaxes. On peut, qui se ressemblent plus ou moins, mais avec des petites variations. Donc la première, c'est, on va définir une variable. Name tuple, pour être précis, c'est une fonction. C'est un peu comme une fabrique. Elle va nous retourner en fait à une sous-classe de tuple avec des champs nommés, tout simplement. Donc on va faire fruit. Ici, on va l'appeler fruit. Alors par convention, on va mettre une majuscule comme toutes les classes, et on va faire égal name tuple. On va indiquer le nom du type, du nouveau type qu'on veut créer, et puis on va lui passer dans une séquence, en fait, un élément sur lequel on peut itérer, comme une liste, un tuple, on va lui passer le nom des différents champs séparés par une virgule. Donc là, en l'occurrence, on va passer, on va créer un nom, on va créer les champs protéines, glucides, lipides, avec une syntaxe raccourcie et anglaise avec prot, carb et fat. Alors, l'autre syntaxe possible, c'est tout simplement de créer, de passer à la place d'un iterable, de passer une chaîne de caractères contenant le nom des différents champs, séparés par un espace, ou une virgule. Ici, on pourra mettre une virgule, ça fonctionne aussi. Donc les deux syntaxes sont tout à fait valables, c'est juste une histoire de préférence personnelle. Alors, quand on définit un tuple nommé, on peut définir également des valeurs par défaut, grâce au paramètre ici default. Donc là, on va lui passer un ensemble de valeurs par défaut. La particularité, c'est que ces valeurs vont être affectées de droite à gauche. En fait, alors c'est dû au fait, c'est comme dans les fonctions. Vous savez que dans les fonctions, les paramètres obligatoires se situent en premier, et ensuite on a les paramètres optionnels. Donc ici, si je veux par exemple que protéines, carb et fat soient des valeurs optionnelles, et qu'on affecte des valeurs par défaut, donc ici en l'occurrence 0, effectivement il y a certains aliments qui ne contiennent pas de l'un des nutriments, et il serait logique de leur affecter des valeurs par défaut. Donc ici par exemple, name va rester obligatoire. Si j'avais tout simplement deux
deux valeurs par défaut, ici ça serait affecté à fat et à carb, prot et name seraient ici obligatoires. Voilà, tout simplement. Donc je vais laisser ici les nutriments prot, carb et fat avec des valeurs par défaut. Donc une fois qu'on a défini notre tuple nommé, on peut créer une instance. Dans la mesure où c'est un objet, on appelle ça, effectivement, on crée une instance de cette classe. Cette sous-classe ici en l'occurrence, pour être précis. Donc tout simplement, ici on va passer des arguments dans l'ordre des positions. Donc ici la valeur banane va être affectée à name, 1 va être affecté à prot, 22 va être affecté à carb, et puis 0,3 va être affecté à fat. Donc là on a passé les paramètres par position, mais on pourrait également les passer avec les noms des champs, avec les keywords. Donc ici, le premier, on peut également faire les deux. Là, vous voyez qu'on a mélangé les deux. Orange, donc va être passé à name. Mais ici, on a indiqué le keyword carb. Donc ici, la valeur 12 va être affectée au champ carb et prot va être affecté au champ prot. Enfin, 1, pardon, va être affecté au champ prot. Vous voyez qu'ici, j'ai inversé exprès pour montrer que l'ordre ici n'a pas d'importance. Ici, on n'a pas donc attribué une valeur pour le champ fat. Donc ici, il va recevoir la valeur par défaut 0. Donc si, effectivement, on exécute, on run le code, on va voir qu'effectivement, donc on avait banane qui était notre tuple tout en haut, et puis ensuite on a notre free banane qui reçoit les 4. Alors on voit qu'ici on a une syntaxe particulière. Si vous demandez d'où vient la magie de cette syntaxe, c'est tout simplement quand on print l'objet, en fait cet objet contient donc si vous connaissez un peu l'orienté objet en Python, en général on définit ou une méthode str ou une méthode rep pour la représentation. Donc ici en fait là les tuples nommés ont une méthode rep définie. Donc quand on fait print banane, c'est comme si en fait ici on faisait un print de la représentation ici, voilà, c'est en l'invoquant. Voilà, ça revient à faire ceci. Donc la représentation ici, elle renvoie le nom du tuple nommé ainsi que ses différents champs avec leurs valeurs. Donc ça permet effectivement d'avoir une représentation de l'objet. Et donc, on constate ici, donc, si quand on print orange ici, malgré qu'on n'ait pas affecté de valeur par défaut, de valeur pour fat, pardon, justement, une valeur par défaut est affectée. On le voit bien ici, fat est bien égal à 0. Maintenant que nous avons défini et instancié un tuple nommé, nous allons pouvoir en apprécier toute la puissance. Donc, si effectivement je désire accéder à un des champs du tuple nommé, je peux le faire très simplement grâce au nom du champ. Donc par exemple ici j'imprime le nom du champ. Alors on peut toujours y accéder par son indice, les tuples nommés étant une sous-classe des tuples. Tout ce que nous avons vu dans la vidéo précédente concernant les tuples s'applique aux tuples nommés, dont l'accès aux différents champs par l'indice. Donc on peut toujours faire ça si on est vraiment maso, parce qu'on voit bien que c'est tellement plus lisible, intuitif et explicite d'appeler les champs par leur nom. Je pense qu'il n'y a pas photo en la matière. Donc si on imprime, on run ici pour voir ce que ça donne. Voilà. Non, ça n'a pas. Il faut sauvegarder comme d'habitude. Voilà, on peut accéder donc au nom des champs, c'est vraiment tout l'intérêt. Alors, quelques méthodes utiles au tuple nommé. Une première méthode, c'est la méthode replace, qui va permettre en fait de créer un nouveau
tuple nommé à partir d'un tuple nommé existant. C'est utile quand on veut créer un tuple qui comprend déjà des valeurs au niveau des champs qui seraient communes. Par exemple, ici je crée un abricot à partir de l'orange, et je vais juste changer le nom du fruit, ainsi que sa conteneur, que son contenu, pardon, en sucre. Bon, admettons que les protéines et les lipides soient à peu près équivalents, eh bien, je pourrais tout simplement donc appeler la méthode replace en précisant les nouvelles valeurs des nouveaux champs. Donc name égale abricot et carb égale 10. Donc protéines et lipides vont garder les mêmes valeurs. Si je fais un test, eh bien je vois bien que l'abricot a bien repris par défaut donc les protéines à 1 et les fats à 0, et que les nouvelles valeurs affectées ont bien pris les valeurs indiquées. On peut également créer un dictionnaire à partir d'un tuple nommé, donc grâce à la fonction asdict. Donc ici, tout simplement, on va créer un dictionnaire. Par exemple, si je veux le faire à partir du tuple nommé banane, je vais appeler la méthode asdict, qui va créer un dictionnaire. Donc si on exécute, on va voir qu'effectivement ça nous a bien créé un dictionnaire, et on voit bien ici, j'ai fait un print du type, on voit bien que c'est bien une classe dictionnaire créée. Alors de la même manière, si on veut faire l'inverse, on peut créer un tuple nommé à partir d'un dictionnaire. Donc ici par exemple je reprends le dictionnaire que je viens de créer, et en fait donc la syntaxe c'est astérix, axtérix. Et ça va me recréer donc un tuple nommé à partir du dictionnaire. Bien entendu, il faut que les clés du dictionnaire correspondent au nom des champs. Donc ici, si j'exécute, il m'a bien recréé mon fruit à partir du dictionnaire. Une autre méthode intéressante, c'est la méthode make, qui permet de créer en fait un tuple. Alors, dans sa plus simple expression, voilà, en fait, c'est tout simplement, on l'appelle à partir du tuple nommé, hein, donc on fait make et on lui passe les valeurs. Ici, il n'y aurait pas grand intérêt quand on crée un seul élément, mais en général, elle va être intéressante, cette méthode, quand on va l'utiliser en lot. C'est-à-dire qu'on va créer plusieurs tuples nommés. C'est souvent le cas, de toute manière, même avec les tuples et les tuples nommés, on va souvent avoir tendance à récupérer des informations d'une base de données ou d'un fichier quelconque, par exemple de type CSV, récupérer des enregistrements en masse, par exemple. Et dans ce cas, ça va être intéressant. Donc on va pouvoir créer un tuple nommé à partir de cette fonction. Donc là, par exemple, j'ai fait une petite boucle. Alors il faut j'ai importé le module CSV qui permet de traiter les fichiers CSV justement. J'ai créé un petit fichier CSV par exemple ici, avec un ensemble de lignes. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a seulement 3, mais il pourrait y en avoir un nombre important. Donc effectivement, j'ai récupéré, on reconnaît bien ici nos valeurs avec le nom et les nutriments. Donc si je voulais lire ce fichier et créer des tuples nommés en boucle, eh bien tout simplement grâce à la méthode make je pourrais le faire. Donc ici je vais avoir une boucle, je vais me servir de map qui va en fait me concaténer la fonction avec l'ensemble ici. Donc grosso modo je lis l'ensemble des fichiers, des lignes ici avec le reader, et puis pour chaque ligne je vais passer chaque ligne à la méthode make, qui va finalement me renvoyer un tuple nommé que je vais récupérer dans fruit. Donc et ensuite je vais pouvoir traiter tout simplement dans la boucle le tuple nommé. Par exemple là j'imprime le nom. Donc si on teste, ça devrait fonctionner. Voilà, donc ici on a bien lu le fichier et créé grâce à make à chaque fois un tuple nommé qu'on imprime ici.
Voilà, donc c'est intéressant dans ce cas de figure. Il est également possible de créer un tuple nommé à partir des champs d'un autre tuple nommé. Donc par exemple ici, je pourrais vouloir créer un tuple nommé qui s'appelle liqueur et qui va contenir un nouveau champ alcool. Alors, plutôt que de tout recréer, on va pouvoir utiliser les champs du tuple nommé fruit, et grâce à sa méthode fields, on va pouvoir récupérer l'ensemble des champs. Et on va rajouter tout simplement le nouveau champ alcool. Donc ici j'ai précisé un défaut, j'ai reprécisé le défaut pour les 4 derniers champs. Donc ici pour protéines, glucides, lipides et alcool. Donc ici je peux créer une poire qui va contenir, je précise simplement le nom, la contenance en glucides et la contenance en alcool. Si j'enregistre et que j'exécute, je vois bien que j'ai ma nouvelle liqueur et qui contient bien le nouveau champ avec l'alcool. Alors le dernier mécanisme dont je voulais vous parler, c'est la possibilité d'enrichir un tuple nommé par le biais de l'héritage. Donc en effet, on pourrait avoir besoin d'ajouter du traitement spécifique à nos données, donc pour être précis aux données du tuple nommé. Pour notre tuple fruit, par exemple, on pourrait vouloir qu'il nous retourne le nombre de calories. Si on reprend la définition, ici, bon, ça serait sympa d'avoir une méthode qui calcule le nombre de calories. Donc, eh bien, on va pouvoir le faire en utilisant la syntaxe pour définir une classe, et on va indiquer que cette classe hérite de nameTuple. Alors, je vais commenter ceci, pour que ce soit plus clair, et j'ai préparé le code que je vais juste décommenter. Donc ici, je redéfinis le tuple nommé pour que vous l'ayez sous les yeux. Donc on se rappelle, on avait ce tuple nommé, et puis on va tout simplement déclarer une classe, donc si vous connaissez l'orienté objet, avec la syntaxe classe, on va déclarer une classe qui hérite tout simplement du tuple nommé. Alors petite particularité, c'est qu'on va préciser à Python avec l'affectation à slot d'un tuple vide, on va tout simplement, ça veut dire en fait de ne pas créer d'instance de dictionnaire, de ne pas créer de dictionnaire pour chaque instance de cette classe. Donc en fait, tout simplement, ça va permettre de conserver une empreinte mémoire faible, tout comme les tuples nommés et les tuples. Donc en fait, on va créer une classe, mais on veut pas qu'elle prenne beaucoup de place mémoire, donc c'est une espèce de petite classe. Voilà, c'est juste une optimisation mémoire. Et puis ensuite on va pouvoir définir tout simplement notre méthode calorie. Donc là c'est la définition du méthode classique d'une classe, donc avec self. Là j'ai indiqué un type, j'ai indiqué que ça allait retourner un float. J'ai donné une petite docstring, et puis tout simplement on va retourner. Donc là la formule c'est je calcule le nombre de calories pour les protéines, pour les glucides et pour les lipides. Donc là, une protéine, c'est 4 calories, un glucide, pareil, 4 calories, et les lipides, c'est 9 calories. Donc on additionne et on multiplie le tout, et on retourne cette valeur. Donc une fois qu'on a défini cela, on peut instancier, par exemple, ici, je vais instancier une orange, et alors en fruit, ça veut dire fruit amélioré, donc je crée, je l'ai nommé comme ça, je crée donc mon orange, je lui passe comme d'habitude les valeurs, donc ici je vais juste lui passer des protéines, des glucides et le nom de l'orange, donc par défaut les lipides vont être affectés automatiquement. Et je fais un petit print, donc je peux toujours accéder aux différents champs du tuple nommé, mais je peux également accéder à la nouvelle méthode que je viens de créer. Donc si j'enregistre et que j'exécute, voilà, on voit bien que j'accède maintenant à cette nouvelle méthode et que
donc qui me renvoie donc les calories. Alors la petite particularité, c'est qu'ici on a défini une méthode, mais on pourrait tout à fait définir une propriété à la place grâce au décorateur property. Donc ici, si je veux en faire une propriété, il n'y a pas de souci, c'est comme dans une classe normale. Et à ce moment-là, ça me donne une syntaxe plus souple. Je peux simplement appeler calories comme ça. Voilà, ça change rien. À noter que ici, par mesure de lisibilité, j'ai découpé en deux. J'ai d'abord instancié le tuple nommé et ensuite j'ai fait hériter la classe de ce tuple nommé. Mais on pourrait faire l'opération d'héritage. On pourrait par exemple directement à l'intérieur ici créer le tuple nommé, d'accord. Donc là on dirait on crée le tuple nommé et on indique que on hérite de ce tuple nommé. Donc cette syntaxe est tout à fait viable. Voilà, je pense qu'on va en rester, on a fait un bon tour des tuples nommés, on va en rester ici pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à consulter la documentation officielle de Python pour plus d'informations sur les tuples nommés. Je vous mettrai le lien dans la description. Dans la prochaine vidéo, nous conclurons cette série sur la famille des tuples en évoquant une classe issue du module typing, qui s'appelle également nameTuple, mais avec un N majuscule, car c'est une classe. Celle-ci propose une notation élégante avec le mot-clé classe, et qui permet d'ajouter des indications de type au tuple nommé. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc, n'hésitez pas à la consulter si ça vous intéresse. Merci de votre attention, et à très bientôt.